Qui n'a jamais raté un cours? Sûrement pas moi. Je suis Laurence Marlier, professeure au collège Olympe de Gouges à Montauban et je vous présente aujourd'hui une compréhension de l'écrit qui n'a pas marché. L'autre jour, alors que comme chaque matin je me réveillais avec la volonté de révolutionner ma pratique de l'anglais, je réfléchissais à ce cours sur un extrait de roman qui n'avait pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? La compréhension de l'écrit dont je vais vous parler fait partie de la séquence 3 de 4e intitulée Solve the Crime. La tâche finale évalue la compétence de l'expression orale en interaction et met en scène une enquête policière suivant mon assassinat. Plus précisément, un interrogatoire de police entre une équipe de 6 à 7 inspecteurs et inspectrices et 7 suspects. What were you doing yesterday at 12 a.m. yesterday? Chaque suspect dispose d'une roll card secrète qui indique 3 éléments de l'alibi, what, where and with who, la relation avec la victime et si l'élève est innocent ou coupable. J'évalue ainsi leur maîtrise des 2 temps du prétérit, le lexique de l'accusation, de la défense, mais donne aussi une part importante à la maîtrise des outils tels que le ton et la gestuelle. Une tâche intermédiaire consiste à rédiger un rapport de police en 2 moments. D'abord, une description de la scène de crime et des actions de la victime au moment de son meurtre, accompagnée d'hypothèses. Ensuite, l'élève rédige l'alibi d'un suspect à la première personne. Le document présenté intervient justement juste avant la tâche intermédiaire comme une révision des 2 temps, c'est-à-dire le récit de ce que l'on faisait au moment d'un meurtre. Je l'ai créé pour la première fois en 2018. Il est basé sur un extrait du roman The Curious Incident of the Dog in the Night Time de Mark Haddon. Il s'agit du chapitre d'ouverture. Le roman est narré par Christopher, un enfant autiste qui va chercher à découvrir qui a tué le chien de sa voisine. Le meurtre du chien est en fait un faux prétexte pour découvrir l'histoire familiale bouleversante de cet enfant. À la base, j'avais choisi cette compréhension de l'écrit par culpabilité professionnelle, disons. La première séquence de 4e portant sur des youtubers et ma 2e basée sur un échange avec une classe américaine. Je trouvais que mes cours de 4e manquaient de sérieux, de culture et par extension de littérature. Je m'étais donc mise en tête de trouver un extrait de roman policier, mais j'avais envie de quelque chose de plus contemporain que Conan Doyle ou Agatha Christie. J'étais cependant inquiète tout d'abord que choisir un document totalement authentique soit trop compliqué à aborder pour un élève de 4e. Et j'étais aussi consciente d'ajouter encore 1 à 2 séances dans une séquence que je trouvais déjà interminable. Afin que vous puissiez bien saisir ce qui a échoué lors de ma séance, je vous propose de faire pause sur l'image suivante afin de lire le texte. Comme vous pouvez le voir, le document est composé d'abord du chapitre 1 du livre. Ensuite, j'avais ajouté une série de questions envers lesquelles vous aurez une grande indulgence pour ce premier jet de 2018. Bref, nous voici arrivés au jour J. Après une anticipation rapide autour de l'image, de la couverture, je propose la lecture du texte et demande en groupe classe une reformulation à l'oral de l'extrait. Peu d'élèves y parviennent, personne ne comprend vraiment de quoi il s'agit et pire encore, tout le monde a l'air de se moquer royalement de ce pauvre chien embroché. Échec cuisant. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout d'abord, je dois l'avouer, la faute est la mienne. Je ne savais pas vraiment comment aborder une compréhension de l'écrit d'un texte littéraire. Je n'ai pas fait faire aux élèves les bons repérages, que je commence à peine à maîtriser aujourd'hui, mais vaut tard que jamais au bout de 23 ans de carrière, grâce entre autres aux vidéos de Samantha Lawson ou Harry Boaniche que vous trouverez sur le site des langues de l'Académie de Toulouse. Par exemple, je n'avais pas préparé mes élèves à s'intéresser aux mots avec des majuscules pour repérer les noms des personnages que je demandais, ou aux prépositions de lieu pour repérer justement les lieux que je demandais aussi. Ensuite, le deuxième problème est lié au premier. Mes questions n'étaient pas appropriées ou trop compliquées. Je m'attaquais au sens du texte avec ma tâche finale en tête sans m'occuper de comment l'élève allait chercher puis trouver ses réponses. Enfin, l'adolescent étant ce qu'il est, confronté à un gros texte plein de mots, il abandonne vite. La première année, j'avais laissé l'extrait intégral et la majorité des élèves a été découragée par cette masse de lignes compactes sans images de surcroît. Un roman, quoi.
Pour terminer, une fois le chapitre lu, racontant donc la découverte de Christopher du chien homme rocher, un élève qui, oh my god, avait porté un peu d'intérêt au livre, m'a posé la question que je n'avais pas anticipée, mon attention de prof dirigée uniquement sur mon objectif linguistique. Mais en fait, qui c'est qui l'a tué le chien? Voilà pourquoi cette interrogation tout à fait pertinente nous rappelle bien que l'on doit toujours réfléchir à la question: quel intérêt a l'élève de faire ce qu'on lui demande? Quel intérêt l'élève va-t-il trouver dans le document ou l'activité? Et en quoi l'élève a-t-il besoin de répondre à une question? Panique donc en fin de séance, qui a tué Wellington? C'est le chien. Pour solutionner le problème de la question sans réponse, j'avais en 2018 fait un choix encore moins judicieux. Faire suivre une séance ratée par une autre séance ratée du même type. En effet, lors de l'heure suivante, j'avais décidé de donner à ces groupes 4 autres extraits du livre avec des questions différentes afin que l'on puisse établir une liste de suspects et qu'enfin on trouve qui avait tué le moche caniche. Vous imaginez aisément comment s'est passée la deuxième séance. N'ayant déjà pas réussi à aider une classe entière à faire des repérages sur un même texte en une séance, je n'ai bien sûr pas pu aider 6 groupes différents sur 3 textes différents. Horrible pour les élèves, l'expérience fut également extrêmement frustrante pour moi, car j'avais l'impression de gâcher ce roman, de l'aborder de manière irrespectueuse. L'intérêt de cette histoire ne réside en rien dans la découverte d'un tueur de bête à poil, mais dans l'analyse déchirante des sentiments de cet enfant qui ne comprend pas le divorce de ses parents. Franchement, lisez ce livre. Au final, après 1 heure de torture pour les élèves et pour moi, aucune joie n'est en fait ressortie une fois que nous avions trouvé qui avait tué le chien. Sans blague. Et même si Héloïse a dit « c'est cruel de tuer un chien », qu'est-ce que j'aurais dû faire? Les années suivantes, j'ai quand même essayé de conserver cette compréhension de l'écrit. J'ai réfléchi aux écueils que j'avais rencontrés et choisi 3 axes dans mes modifications. Je me suis d'abord posé la question essentielle précédemment citée. En quoi ce document est-il judicieux dans ma séquence? S'il s'agit uniquement pour moi de faire travailler les 2 temps du prétérit, l'élève s'en moque totalement et je ne vais de toute façon pas pouvoir vérifier s'il a compris la différence. J'ai donc fait le choix de choisir comme objectif la compréhension d'un alibi à travers le récit de Christopher, qui offrira un exemple modélisant. J'ai alors décidé de faire des coupes dans le texte en éludant les parties qui n'apportaient aucune information sur le déroulement de la découverte de Wellington. Il n'est pas incohérent d'effectuer des coupes dans un extrait si celui-ci n'en est pas dénaturé. Cette étape a porté ses fruits et l'histoire a paru moins opaque pour les élèves. J'ai ensuite modifié mes questions. Toujours obnubilée par des objectifs qui n'étaient pas les bons, j'ai raccourci mes questions en me contentant des mots-clés typiques d'un alibi. Ce fut un échec aussi, car les élèves n'ont pas compris les mots-clés des questions. Cette année, j'ai remodifié le document une 4e fois et suis arrivée à un résultat sûrement pas parfait et ne correspondant peut-être pas à ce qu'on attend de moi, mais l'exercice fut une réussite. En effet, mon objectif étant de les préparer à la rédaction d'un rapport de police et d'un alibi, j'ai fait le choix de reprendre la mise en page exacte qu'ils découvriraient dans leur test, par ailleurs réussi tous les ans. J'ai ainsi reproduit le carnet de notes à spirale qui allait apparaître dans leur tâche intermédiaire. Par ailleurs, le choix d'ajouter officer, de séparer les parties victim et time of crime semble anodin mais a été l'élément déclencheur pour arriver à faire la suite. Allez savoir pourquoi. Pour terminer, et c'est ici l'essentiel, j'ai enfin commencé à donner cette année à mes élèves les moyens de faire les fameux repérages. Cette séance étant arrivée à peine quelques jours après un stage revenant sur ces fameux repérages que j'avais négligés, je n'avais pas eu le temps de faire un cours en soi sur ceci. Je me suis adaptée et je suis donc passée groupe par groupe pour leur demander comment on pourrait bien repérer les noms des personnages dans un texte, par exemple, et eux-mêmes ont su me dire « capital letters ». J'étais soulagée d'avoir sauvé mon cours et tiendrai compte l'an prochain dans mes séquences de ces conseils de méthode qui doivent vous paraître d'une évidence absurde. En conclusion, je retiendrai 3 leçons à réutiliser pour toutes mes compréhensions de l'écrit, qui d'ailleurs s'appelle maintenant réception. Je devrais d'abord choisir l'objectif précis d'un texte et de sa compréhension. Est-ce pour faire découvrir un point de grammaire?
Est-ce pour réviser un point et vérifier que son utilisation a été comprise? Est-ce encore pour apporter une information de sens qui éclairerait mon thème? Ensuite, je devrais m'assurer que mon document sert bien ma tâche finale et je suis, dans le cas de cet exemple, rassurée car l'exercice offre un modèle de récit au passé qui peut être utilisé pour un alibi, même si ma tâche finale est orale. Enfin, je n'oublierai pas l'étape indispensable de toute compréhension, les repérages adaptés, en portant une attention précise à quels repérages seront faits et dans quel ordre. Je porterai toute mon attention sur la justesse de mon guidage et de mes questions en réutilisant ces repérages, en explicitant bien les consignes. Avec le sentiment d'insatisfaction que j'avais face à ma CE, j'avais également discuté d'exploitation avec ma collègue Marie Babi. Voici la proposition qu'elle m'a faite, que je vous laisse lire en appuyant sur pause. Cette année, j'étais presque satisfaite du résultat obtenu avec cette CE. Pourtant, après discussion avec mon IPR, M. Boiniche, j'en ressors avec un sentiment peu glorieux de n'avoir rien compris. M. Boiniche pointe 2 erreurs majeures dans mon exploitation. Pour commencer, il souligne bien évidemment l'absence de repérage sur mon document papier qui ne comporte que des questions directes et ne permet pas à l'élève de trouver l'information aisément. Je précise que cette année, certains repérages ont été faits à l'oral. Mais il indique justement que lui n'aurait donné aucune question sur le document, mais simplement le texte. Les repérages à faire sont donc les suivants. D'abord les nombres, pour repérer l'heure, 7 minutes after midnight. Ensuite, les majuscules pour les personnages de Wellington et Mrs. Shears. Les mots répétés plus de 3 fois. Ici, dog, kill, fork, poodle. Les pronoms sujets, I, me, my, it, its, she et our. Et enfin, les prépositions de lieu fort nombreuses comme on the grass, in front of Mrs. Shears' house, out of the dog, through Mrs. Shears' gate, etc. Une fois ces mots-clés repérés, il est ainsi bien plus aisé pour l'élève de comprendre le sens du texte et de répondre à mes fameuses questions de mon carnet à spirale. Il est ainsi logique de lui demander, en dernier exercice, de rédiger un texte libre et non à trous qui reprendrait la plupart des mots repérés pour donner son alibi, sa déposition en sorte. Ensuite, il remet en question ma vision même de l'enseignement des 2 temps du prétérit. Il m'apprend qu'enseigner was, were, suivi de ing, avec une seule visée temporelle, n'est pas la manière la plus appropriée, surtout ici, où je demande un alibi qui, selon lui, va plutôt faire appel à une succession de prétérits simples. Pour moi, enseigner ces 2 temps, c'était montrer qu'une activité qui était en cours a été interrompue par une autre. Il insiste au contraire sur la nécessité de déterminer le but de l'usage de la structure grammaticale was ing. Selon lui, il faut plutôt s'intéresser à la situation d'énonciation derrière cette utilisation, à savoir le besoin de justification, la mise en cause de quelqu'un qui va nécessiter l'utilisation de ce temps et introduire un commentaire de l'énonciateur, mistrust. Le temps s'utilise alors lorsqu'on doit se justifier de quelque chose ou lorsque l'on demande à quelqu'un une justification d'une action à un certain moment. À partir de ce but, il faudra forcer les élèves à utiliser ces temps dans une situation qui s'y prête. Honnêtement, j'ai encore du mal à comprendre ce concept de subjectivité induite par un temps de grammaire qui me rappelle mes cours de linguistique à la fac et cet enseignant qui avait fait ses 500 pages de thèse sur it. Dans tous les cas, je vais donc faire ce travail personnel de formation de moi-même afin de mieux expliquer ce temps à mes élèves, tant, disons-le, qu'ils ne comprennent jamais vraiment. Avec cette même intention de justification à demander ou fournir, il me propose comme dernier exercice, pour vérifier l'acquisition des 2 temps, de donner aux élèves un extrait du chapitre 5 et le début du chapitre 11 assemblés ainsi. Il s'agirait alors de demander aux élèves de faire écrire le chapitre qui suit cette dernière phrase avec l'interrogatoire. Par exemple, il serait attendu de l'élève un texte avec des questions de type « What were you doing at 12 a.m.? What were you doing outside in the middle of the night? What were you doing in your neighbor's garden? Did you kill the dog? Did you see someone in the street ?» J'aime l'idée de cette réécriture, mais anticipe une trop grande difficulté pour mes élèves de REP. Je tenterai quand même d'aborder mon document ainsi.
Une autre exploitation possible, avec un but différent du mien, qui était la rédaction de l'alibi, serait d'oublier cet alibi justement et de lancer une réflexion qui prolonge les éléments trouvés dans mon premier exercice. En effet, que faire de ces réponses? Là, il s'agirait de faire partir les élèves non pas vers qui a tué le chien à travers d'autres extraits, mais plutôt de faire trouver aux élèves pourquoi on aurait bien voulu tuer le chien. Was he barking? Did someone want to get revenge on Mrs. Shears? Et c'est en essayant de monter un raisonnement, en trouvant la raison pour laquelle le chien a été tué, qu'on pourra éventuellement trouver l'identité du tueur. La révision des deux temps n'est pas ici effectuée en soi, mais on trouve enfin un but à la découverte de cet extrait littéraire.